Et j'ai envie un peu d'en profiter pour parler simplement d'Oscar Piastri en ce début de saison. Parce que je trouve qu'il fait un boulot remarquable, et je vais peut-être te lancer tout de suite sous le train, Jérémy. C'est méchant, ça. Oui, mais j'ai jamais été gentil, hein. Surtout sur Piastri. C'est vrai. Ouais. Que penses-tu de ce début de saison d'Oscar Piastri, et puis peut-être même dans sa comparaison face à Norris, tout ça, et après on va essayer d'étendre un peu sur le boulot des rookies en général. Moi, il y a je sais pas vraiment ce que j'en pense, parce que je trouve que c'est quand même un peu tôt encore, mais il y a un exercice qui m'a marqué de sa part, c'était la Q3 à Jeddah. Parce que c'est quand même typiquement le genre de piste où il faut vraiment avoir confiance en tes capacités. Enfin, je pense, je suis pas du tout pilote, mais c'est vraiment la sensation que cette piste me laisse, au moins. Et j'ai trouvé qu'il avait fait une qualification absolument dingue. Et alors évidemment, ça contrastait aussi avec le fait que Norris avait cassé sa suspension avant gauche, je crois, de façon un peu bête. Mais cet exercice-là de sa part m'avait vraiment impressionné, et je trouve qu'il en fait quand même plusieurs, pareil à Bakou, dans des circonstances un peu difficiles, tu le rappelais, et puis en plus dans une piste compliquée entre les rails à haute vitesse, je trouve qu'il sur des tracés qui demandent vraiment de la confiance pour le pilote, il répond présent directement, même si on sent qu'il a encore besoin de s'adapter à tout un tas de choses. Non, franchement, début plus que correct, je dirais. Après, j'avoue que j'ai pas scruté son début de saison ligne par ligne, Grand Prix par Grand Prix, minute par minute, mais oui, je trouve ça plutôt bien, quoi. Il y a eu des débuts de carrière beaucoup moins honorables. Est-ce que tu veux parler d'un pilote néerlandais dont le patronyme est en deux mots, qui est actuellement débutant en Formule 1 dans une écurie italienne? Ah oui, ah là là. Est-ce que c'était pour c'était pas pour faire référence à ce pilote-là? Non, vraiment. Et en plus, je suis sûr qu'innocemment, j'y pensais pas du tout, mais j'aurais très bien pu, parce qu'il fait vraiment un début de saison de merde. Voilà. Voilà. Concis mais précis. C'est voilà. Clair, net et précis. Dire, évidemment, mais allez, oui, je voulais vous exprimer sur Monsieur Nick De Vries. Bottas qui demande est-ce que tu as scruté son début de saison à la loupe, peut-être? Vous me l'avez jamais faite, celle-là, je vous l'avoue. Ouais, c'est comme moi quand on fait je t'avais pas vu. Je l'ai jamais entendu. Ah là là. Bon, et puisque là on est en plus sur l'épreuve locale, enfin un des rookies qui va faire son Grand Prix local, Florida Man Logan Sargent. Alors, est-ce qu'il va nous faire un même Florida Man ce week-end? Ça va être la surprise. Il a eu quelques occasions aussi de nous en faire en début de saison. Florida Man Mrs. Q2 because he spun. Mais je trouve on a un début de saison aussi pas trop mal de son côté. Ouais. Pour en rester du coup sur l'ami Piastri, Gazou, est-ce que toi t'as un peu plus regardé ce qu'il a offert? Est-ce que pour toi il se démarque du reste de ce petit trio de débutants? Oui, c'est vrai que c'est les pilotes que l'on va aimer décortiquer toute la saison, et on fera le bilan en fin d'année. Mais pour l'instant, oui, on peut dire que Piastri se démarque un peu des autres. Piastri, c'est vrai que il a une saison où il va pas trop être sous pression au regard, pour l'instant, des performances de la McLaren. Bon, on sait bien sûr qu'il y a quand même une certaine inquiétude et un certain plan de développement pour la McLaren. Je crois d'ailleurs qu'il y avait peut-être une McLaren B attendue aux alentours d'Imola, ou peut-être un petit peu après, je sais plus. Mais bon, voilà, il va falloir attendre les grosses améliorations pour McLaren. Mais bon, voilà, entre guillemets, ça le met dans une position pas trop inconfortable, dans le sens où forcément on n'attendra pas de gros résultats de sa part, si ce n'est une première saison de rookie à
apprendre un petit peu tout le déroulé d'un week-end de Grand Prix, échanger avec ses ingénieurs, ce qui va être le plus important, être peut-être force de proposition pour indiquer dans quelle orientation peut aller la voiture ou les réglages. Donc ça, c'est tout un travail que l'on ne voit pas, c'est tout un travail qui n'est pas visible en piste, du moins tant qu'il n'y a pas de résultats probants. Mais entre guillemets, c'est la saison entre gros guillemets tranquille de Oscar Piastri, parce que pour l'instant, voilà, il est pas sous pression. C'est clair que s'il avait débuté dans une autre équipe, ça n'aurait pas été la même. Alpine, par exemple. Alors, Alpine, c'est un petit peu différent, mais bon, c'est vrai que on aurait été peut-être un chouïa plus critique, mais bon. Voilà. Pour l'instant, oui, Piastri, entre Piastri, De Vries et Sargent, c'est peut-être celui qui peut-être se démarque le mieux, bien que chez Williams, Logan Sargent soit pas du tout ridicule. Et bon, la voiture est quand même un cran en dessous, donc c'est sûr que c'est moins évident de voir le travail accompli. Alors, je sais pas pourquoi t'as pris Alpine comme exemple pour Piastri, où il aurait pu faire ses débuts. Mais bon, c'est un choix intéressant aussi. Ça a popé dans ma tête, mais totalement random, quoi. C'est. Ah, t'imagines. Ah là là. Et du coup, enfin, est-ce que tu penses que je posais les questions, hein, si tu me permets. Est-ce que tu penses que Norris il est finito du coup? Attends, c'est pas le bouquin à Adrian Newey, ça? Et s'il le cherche. Non, c'est un carnet de. D'ailleurs, je l'ai ouvert à la page où j'avais fait Slibarman. C'était un t-shirt que je devais faire pour Sébastien Vettel. Si vous vous rappelez, l'an dernier à Miami, il avait porté Slibar, oui. Voilà son calbut sur sa combi. Mais malheureusement, le spreadshirt m'a refusé le dessin parce que ça ressemble trop à Superman. Ah oui, à ce point. Ah oui. Ah non. La liberté de ouais, non, mais ils sont les plateformes qui te font de l'impression sur commande comme ce que j'ai, ils sont pas très très chauds quand faut faire de la parodie. Mais plus sérieusement, Finito, c'est ça? Oui, donc j'ai pas. Non, mais est-ce que tu penses que pour Norris, ça va vraiment le mettre en difficulté? Parce que là, il passe d'un Daniel Ricciardo, qui est plus là pour les réseaux sociaux que pour les résultats. Et là, subitement, Piastri, quand on regarde, il commence déjà à laisser aucune marge d'erreur à Norris, quoi. Ouais, et le danger, et alors si je disais que effectivement Piastri n'avait quasi aucune pression, forcément lui, Norris, il a toute la pression du monde, parce que bon, le problème c'est que la courbe de progression de McLaren a été cassée, et donc forcément la courbe de progression de la carrière de Norris aussi. Par exemple, on attendait sa première victoire, elle n'est pas venue, et dans l'intervalle, Russell, lui, a décroché sa première victoire. Donc déjà, première petite pique, voilà, qui n'a pas certainement dû apprécier des masses. Mais Norris, oui, est en grand danger, puisque, entre guillemets, on attend de lui désormais qu'il soit leader de l'équipe, leader d'une équipe qui ne s'en sort pas. Donc, entre guillemets, il a presque rien pour lui pour prouver qu'il est investi auprès de l'équipe. Je veux dire, si t'as pas de résultat pour prouver que tu es un leader d'équipe, c'est compliqué de le prouver. Donc oui, il est en danger, et je dirais même plus, il est presque en danger pour le reste de sa carrière, sauf s'il a quelques ramifications encore avec certaines personnes qui l'ont en haute estime. On pense peut-être à Seidel qui est parti dans le projet Audi. Est-ce qu'il va le ramarrer au projet? On ne sait pas, on verra. Pourquoi pas, hein, je veux dire, des pilotes ne perdent pas tout leur talent comme ça, mais en accumulant des mauvaises saisons, à voir comment il peut s'en sortir, parce qu'effectivement, Norris s'est engagé chez McLaren jusqu'à fin 2025, si je dis pas de bêtises. Donc, c'était quand même un contrat à long terme. Donc, ça veut dire que déjà, chez McLaren, toutes les alarmes doivent être enclenchées, ça doit virer au rouge rapidement et pondre enfin une bagnole qui soit performante, parce que tu grilles des carrières. C'est-à-dire que tu mets le pied à l'étrier à Piastri, ok, il a pas de pression, il va se développer, il n'y a pas de problème. Mais Norris, qui aurait déjà dû facilement au moins décrocher une victoire et au moins prétendre régulièrement au podium, c'est pas le cas aujourd'hui.
Donc, ce sont des carrières que tu mets à mal. Donc, il y a du danger chez Norris. Il y a aussi du danger chez McLaren qui doit vraiment se remettre en cause et très vite. Ouais, parce que c'est vrai que sur le papier, je pensais qu'ils avaient un des line-up les plus intéressants maintenant que la saison a débuté. J'ai tendance à le penser que c'est un des meilleurs duos. Et c'est ça qui est dur, en fait. Une voiture qui est une chèvre. C'est ça qui est compliqué dans ce genre de moment, c'est que en début de saison, on fait toujours le listing des pilotes qui sont soi-disant le plus sous pression, et on liste toujours les pilotes qui l'année précédente n'ont pas fait de bonnes performances. Alors qu'en réalité, je suis complètement d'accord avec toi, Gaël, un des pilotes les plus sous pression de la grille actuellement, c'est Norris. Et pourtant, il a fait 2 saisons extraordinaires qui l'élèvent au rang des observateurs comme étant un des tout meilleurs actuellement. Mais ce qui est terrible à voir, c'est à partir du moment où il a re-signé, Norris, il se prend 3 trucs dans la gueule. Il se prend déjà la stagnation sportive avec des gens déterminants dans la reconstruction de McLaren qui s'en vont, donc en l'occurrence Seidel. Ensuite, il y a encore quand même une incertitude financière dans le groupe McLaren. Je parle pas forcément de l'écurie, mais du groupe McLaren qui est quand même encore en délicatesse. J'ai entendu, je crois que c'était en décembre, ils ont dû vendre une 50aine de leurs voitures de collection pour assurer le développement des voitures de route. On en est là quand même. Contrairement... 30 secondes, je te coupe 30 secondes. Contrairement à Aston Martin qui vendent des DBX à l'appel, McLaren ne veut pas faire de SUV et ils vendent pas de bagnole. Ouais. Très juste. Non, et puis il y a une raison pour laquelle, excuse-moi aussi, mais il y a une raison pour laquelle, là, on vient de se marrer, mais ils ont signé leur 48e sponsor, McLaren. Ouais, voilà. 78, je peux dire. Ouais, c'est un élément, je pense, à prendre en compte. 624. Et puis, si tu rajoutes le cas Piastri derrière qui va prendre son temps pour se développer et qui pourrait le menacer à terme, bah, c'est sûr qu'en fait, le pire des scénarios pour Norris, et j'en totalement Gaël là-dessus, c'est de tomber dans l'anonymat, en fait. Et alors qu'il aurait une victoire à son palmarès, c'est tout à fait autre chose. Exactement. Fichu Grand Prix de Russie. Parce que, honnêtement, moi, il m'avait, pour moi, ce jour-là, il a prouvé que c'était un pilote qui était capable, parce que si on retrace ce Grand Prix, déjà, il fait la pole dans des conditions qui étaient vraiment chaotiques. Hein. C'est pas Hamilton. Enfin bon, je vais exclure Verstappen parce que lui, il partait du fond de grille, et il a pas joué la Q3. Mais c'est pas Leclerc, c'est pas je sais pas Carlos Sainz ou je sais pas qui. C'est Lando Norris qui a fait la pole. Au départ, il se fait passer par Sainz et il laisse Sainz se tirer, il prend son temps et il construit lentement son Grand Prix. Et puis quand le rythme se met en place, il dégage Sainz, il trace, il mène le Grand Prix dans le dernier quart de course. Il résiste face à Hamilton. Hein, il fait pas. Enfin, il y a un moment, il fait une petite erreur, il prend trop large, mais il reste devant. Et bon, c'est finalement la loterie de la météo qui lui l'a pris, quoi. Et c'est surtout que c'est lui qui ouvre la piste à la fin du Grand Prix quand la pluie commence à tomber, ce qui est l'exercice le plus difficile en réalité. C'est plus pour celui qui poursuit, à savoir Hamilton à ce moment-là, c'était peut-être un peu plus facile parce qu'il avait des éléments de comparaison, des points de repère. Il avait parfaitement géré. Tu peux pas juger. Il y a un moment, les pilotes, c'est pas des Madame Irma, quoi. Vas-y, je vais vous le montrer puisque j'en ai parlé. Voilà, il était là. Sliberman. Oh non. En signe de victoire, il brandit son doigt en tous tremblant des fois. Ah, on peut compter les pièces de monnaie. Slibar. Voilà, c'était ça. C'est incroyable. Mais voilà, la police, tout, ça fait trop Superman. Bon, on est vraiment dans une époque de merde. Allez, c'est le moment réac de l'émission. Allez, on peut plus rien dire. Il n'y a plus de Coluche, il n'y a plus de décroche, putain. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon. Mon temps. Est-ce qu'on parle du fait qu'il n'y a plus de saison ou est-ce qu'on passe directement à un prochain truc? C'est bon? Non, mais en fait, il n'y a plus de saison, c'est un truc de fou. Non, mais on est au mois de mai, il fait déjà 25 degrés, mais on est où, quoi? Bon. Les seuls messages que je vois de la part de Strigoun, c'est sur la conversation FMG Night Fever où Chira dit qu'il sera en retard et puis que maintenant il va chercher un kebab mais qu'il y a du monde et du coup bien joué Mylène. Est-ce que lorsque
dans les scènes où il va rentrer au box, on pourra dire que Brad Pitt. Oh. Ça faisait longtemps. On avait manqué ce genre de truc. Ouais, mais du coup, c'est nul parce que dans Brad Pitt, il y a 2 T, alors que quand tu pites, il n'y a qu'un seul T. Ta gueule. C'est nul. Ouais, ferme-la, là, Tony. Oh. Ah, j'ai entendu un Tim passer à place de... C'est sympa. Tu m'as insulté Tim, je le prends très mal, sache-le. Oh là 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 là. À quelle heure est le Grand Prix? Alors, les qualifs, c'est 22h, hein, si je dis pas de bêtises, et ça la course demain, c'est 21h. Ouais, 21h30. 30. Ouais. Gazou attend ce design sur un cabi t-shirt. Bien sûr. Un t-shirt. Évidemment. Son meilleur t-shirt. Alors, est-ce que Norris a réellement eu d'autres opportunités pour démontrer son magnifique talent? Le problème, c'est que non, je pense, parce que tu regardes concrètement Red Bull. Il aurait pu finir dans la filière Red Bull, cela dit, parce que 2019, si on se rappelle, il passait un temps, il était dans la shortlist de Toro Rosso. Mais bon, bah, on a préféré le promouvoir en tant que titulaire chez McLaren, et en plus, bah, ça a donné à l'occasion de faire les fonds de poubelle chez Red Bull. Ils ont ressorti Daniel Kvyat. Il trempait encore, tu sais, il y avait de la peau de banane, il a fait vas-y, tu roules. Il était chez Carlin en F2, oui. Ouais, il était, ouais. Bon, même en F3 aussi, il était chez Carlin. Oui. Mais sinon, enfin, concrètement, à quel moment Red Bull aurait pu être intéressé? Si, à aucun moment, Lando Norris aurait été intéressant pour remplacer Alex Albon, par exemple, en 2020. C'est pas sur Norris que concerne cette anecdote de Helmut Marko, à un moment donné où il hésitait entre lui et Verstappen, je crois, et que il a piégé un pilote sur le poids d'une pièce ou d'un pneu, je sais pas si Jérémy la ref. Alors, ça me dit quelque chose très vaguement, mais Helmut Marko avait posé une question, je crois, à Norris, il connaissait pas le poids de cette pièce, et Verstappen le savait. Et donc, l'autre, il a dit, bon, mais ok, Banco, c'est toi qu'il nous faut. Enfin, je pense qu'il a un peu résumé et romancé, enfin, je sais pas, mais je crois qu'il y avait une anecdote comme ça, je sais pas s'ils l'ont dans le chat, mais... Romain, oui, peut-être. Alors, ça me dit quelque chose. Je sais pas si c'est avec Norris, mais l'anecdote me dit quelque chose. Ouais. Je sais que voilà, il y avait 2 pilotes en balance et Marco. Alors, bien évidemment, avec un petit peu de vocabulaire nord-américain, on a Dave qui nous donne les horaires canadiens au Québec. C'est des barres. Oui, il faut enlever... c'était 6 heures. Après, je sais pas comment on en est au changement d'heure, si on est passé à 5 heures ou 6 heures de décalage. C'est 6. D'accord. Ah. Ouais, donc c'était bien Norris, visiblement, dit Romain dans le chat qui a la ref. Bon, en tout cas, on a Red Bull, Ferrari, bon, bah, il y avait Leclerc sous contrat, et puis, c'est vrai que en 2021, ça aurait été très très marrant que Ferrari signe Norris, mais je pense que bah, ça aurait été plus dur de le débusquer de McLaren. Et en plus de cela, le recrutement de Carlos Sainz était clairement beaucoup plus politique que sportif, je pense. Parce que si on recrutait Norris, très clairement, ça aurait été pour challenger Charles Leclerc dans la position numéro 1, parce que Norris était en Formule 1 depuis 2-3 ans, très peu expérimenté, et voilà, alors que Carlos Sainz, c'était une valeur sûre, c'est une tronche qui plaît aux sponsors, et en même temps, on savait qu'il pousserait Charles Leclerc sans jamais trop l'envahir en piste, donc je pense pas que Ferrari ait vraiment considéré Norris. Et en vrai, en tant que tel, si tu regardes les saisons 2020-21, tu te dis que Norris c'est pas au mauvais endroit, hein. C'est vraiment depuis le passage à 2022 qu'ils sont enfermés dans un cercle catastrophique, et ils galèrent un peu à en sortir. Après, je trouve que, moi personnellement, je m'inquiète pas tant que ça pour Norris, parce que il reste un excellent pilote.
globalement, objectivement, je trouve que ça reste un excellent pilote. Il montre que avec une voiture qui est ratée depuis 2 ans, même s'ils arrivent à limiter à peu près la casse avec le développement, il est quand même toujours là à arriver à gratter des Q3, à arriver à être meilleur des autres à droite, à gauche. Des fois, on sait pas comment. Et puis surtout, tout va très vite en Formule 1. On n'est pas à l'abri 300 km/h, même plus des fois. Et non, mais sérieusement, on n'est pas à l'abri que on ne sait pour quelle raison il y ait des négociations qui se fassent entre deux équipes, entre une équipe et Norris, pour avoir un autre volant l'an prochain ou dans 2 ans, ou on ne sait pas quand, et que ces équipes-là fassent partie des top teams au lieu que ce soit Haas ou McLaren, enfin voilà. Et puis il suffit que, je sais pas, si on regarde les victoires surtout Gasly par exemple, sa victoire, à aucun moment avant le week-end on se dit c'est une voiture qui peut gagner, c'est un pilote qui peut gagner, et au final il gagne et ça lui débloque un truc lui dans son pilotage, alors même s'il était déjà excellent avant. On n'est pas à l'abri que sur une course chaotique, sur des faits de course, sur quoi que ce soit, Norris arrive à choper un podium ou voire à gagner. Et ça pourrait prendre une toute autre ampleur, et on sait comment la Formule 1 ça fonctionne. Si demain Norris y gagne, il y a de très grandes chances qu'il y ait des grosses équipes qui se rapprochent de lui en disant tiens, c'est vrai que depuis quelques années tu fais du bon boulot, là t'as gagné, nous on a un pilote qui est peut-être sur le départ, voilà, ça peut aller très très vite. Donc alors c'est vrai que là il s'enferme chez McLaren et que le contrat de 300 ans est peut-être un poil trop long, mais ça peut bouger très vite. C'est donc, la mode. Honnêtement, moi je m'inquiète vraiment pas pour Norris. Après, tout peut aller très vite dans le bon sens comme dans le mauvais aussi, hein. Il peut quitter la Formule 1 dans 3 ans et plus jamais revenir. Donc c'est intéressant ce qu'a dit Tim de croiser. J'ai pas écouté, Oui, moi j'ai écouté un peu. En croisant Gasly et Norris, au niveau psychologique, on peut se dire par exemple que la victoire de Gasly a été son pansement sur son échec de 2019, là où la victoire de 2022 pour Norris aurait été intéressant qu'il arrive à penser les plaies de 2021 et la réussi, quoi. Et ça n'est pas arrivé, et peut-être qu'il est enfermé dans une spirale psychologique un petit peu plus dure que celle qu'a traversée Gasly. Oui, et puis, de toute façon, quand t'as une voiture médiocre, oui. J'ai envie de dire, on a de la chance, c'est encore un peu récent, il y a la prescription Jenson-Button. Tu te dis, tu peux être sur une pente ascendante et puis d'un coup te retrouver dans une voiture pourrie, tout le monde t'oublie, et d'un coup t'as une bonne GP qui pop et t'es champion du monde, quoi. Et tu fais 7 ans de plus au lieu de terminer ta carrière tout de suite. Et comme ça se trouve, juste j'embraye pour terminer, comme ça se trouve, il finit son temps chez McLaren. 2026, Seidel lui dit allez, tu viens avec moi chez Audi, et il enchaîne 4 titres de champion du monde, et tout le monde dit c'est un génie. Alors, donc, 2026, voire 2025, parce qu'à mon avis, le projet Audi devrait logiquement se construire dès 2025. Il faudrait casser le contrat et qu'il se ramène avant. Bon, après, Audi, s'il faut casser un contrat, ça les gênera pas financièrement. Alors, en F1, tout est possible. Donc, à partir de là. Oui, et puis financièrement, Audi, tout est possible. Donc, ouais. C'est pas comme si derrière il y avait le groupe Volkswagen, quoi. Bon. Après, reste à voir combien de décennies il reste aussi à Hamilton et à Alonso, parce que soyons honnêtes, peut-être qu'Alonso sera encore là dans 5 ans, hein, Hamilton peut partir dans 4-5 ans, autant Alonso, je pense qu'on va l'enterrer dans sa monoplace. Non mais oui, ça va être Dalida le mec.
Oui, non mais. Je veux mourir sur scène. Je peux mourir. J'aurais dû trouver. Vas-y, pourquoi j'aurais dû citer Molière et je cite Dalida. C'est bon. On a les rêves qu'on et mérite. je suis sûr que je vous ai mis la Oui, musique voilà, dans oui. la tête. En plus, c'est ça le pire. Je suis désolé. À un moment J'aurais donné, jamais dû vu faire ça. la gueule du live, on a les rêves qu'on mérite, ouais, c'est clair. Oui, non, mais c'est vrai que là, on est Non, non, mais plus je dans suis une d'accord. ambiance Dalida que Molière. Ouais, clairement. Ouais.